merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Donc vous avez là une belle brochette de spectateurs, blogueurs, cinéphiles, qui j'espère ont plein de questions à vous poser, donc toujours un peu compliqué au début. Qui se lance ce soir? Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez travaillé ensemble. Et vous, Vigo, qui êtes polyglotte, est-ce que vous pratiquiez déjà l'arabe avant le tournage? Je vais répondre à la première partie de la question. Comment on a travaillé ensemble? En fait, on a longtemps préparé ce projet, les uns les autres par des discussions. Et je veux dire que la méthode qu'on a employée en préparation était la même que sur le tournage, c'est-à-dire beaucoup de discussions sur le sens que pouvait avoir ce film. Beaucoup de discussions sur chaque scène avant de les tourner, pour savoir comment faire au mieux chaque scène. Autrement dit, pour la faire courte, ça n'a pas été de la direction de comédiens, c'était de la discussion de comédiens. En laissant le plus de place possible aux comédiens, parce que... Ce sont des comédiens compliqués. Parce que c'est des comédiens qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses à la mise en scène, et ce serait dommage de se priver de cette discussion-là. Donc voilà, on a beaucoup discuté. Voilà. J'en suis le premier avis. L'arabe, non. J'ai dit après, pour le tournage. D'accord. J'ai commencé des mois avant avec un ami en Espagne, et puis on a continué avec Salah, un Algérien qui nous a aidé, Reda et moi, à parler le bon algérien de cette région algérienne. On est arrivé, oui, à Ouarzazate, sur le lieu où on a commencé le tournage. On est arrivé une semaine avant de commencer à tourner. C'était l'occasion pour nous de nous rencontrer, de travailler avec ce coach d'arabe, et puis aussi, comme disait David, de prendre chaque scène et de se demander, de se poser des questions sur chaque mot, sur chaque geste, parce que c'est un film qui est... C'est pas un film d'action, il n'y a pas des gros événements qui jalonnent le film, mais chaque geste compte, chaque mot prononcé compte. Par exemple, au début, on se disait le fait de passer de l'arabe au français, chez nos personnages, on se disait peut-être c'est intéressant que si moi je parle à Daru en arabe, il me répond en français, ou s'il me parle en français, je lui réponds en arabe, presque comme pour dire avec la langue, je ne suis pas comme toi, et que au fil du film, les langues se mêlent, quoi. Voilà, on cherchait des choses comme ça qui sont pas des gros événements, mais des choses assez subtiles. Une autre question peut-être? Monsieur. Vous avez tourné à quel endroit exactement? Alors on a tourné le film au Maroc. J'aurais beaucoup aimé tourner ce film en Algérie. J'ai fait beaucoup de repérages en Algérie. Et pour des raisons, disons, de logistique, on a été bien accueillis en Algérie. C'était pas des problèmes d'autorisation. D'ailleurs, on a été accueillis le film terminé, on a montré le film en Algérie il y a le festival d'Alger. 2-3 semaines, et quand on a eu accès au public, il y a eu vraiment un beau contact avec le public algérien et aussi avec les autorités algériennes. Le problème, c'était que le côté algérien de l'Atlas est très inaccessible, et en plus ça posait des problèmes de sécurisation dont vous pouvez deviner l'importance. Donc c'était pas impossible, mais c'était difficile. Ça aurait demandé plus de temps de tournage, parce que ça aurait nécessité qu'on arrive tout le monde ensemble le matin au tournage, qu'on repart tous. C'était vraiment des trucs qui n'étaient pas adaptés à un tournage de cinéma. Donc au bout d'un moment, moi je tenais vraiment à tourner le film en Algérie. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas raisonnable. On est allé tourner du côté marocain, dans le Haut Atlas, pour une grande partie du film. Toutes les scènes de montagne, etc. sont dans le Haut Atlas côté marocain. Et pour ce qui est de l'école, on a trouvé un endroit assez merveilleux, près de cet arbre que vous voyez près de l'école, qui existe, qui n'est pas du décor, qui est un arbre qui pousse comme ça au milieu des roches, près d'un puits, où on a construit cette école qui est du décor. Et ça, c'est près de Ouarzazate. Donc une partie du tournage près de Ouarzazate, et une partie dans le Haut Atlas, dans cette chaîne de montagnes au sud de Marrakech. Madame, vous aviez une question? Vigo, si je ne me trompe pas, je crois avoir lu, vous étiez producteur? Oui. Non? Oui, producteur. Je voulais savoir ce qui vous avait particulièrement touché, et si vous connaissiez au préalable l'œuvre de Camus. Oui, j'ai commencé à lire Camus pendant l'adolescence, et j'ai continué. Et avant le tournage, j'ai lu tout ça de nouveau, ce que j'avais lu.
choses que je ne connaissais pas, la correspondance avec René Char et les autres, son travail, le travail de Camus comme journaliste avant la Deuxième Guerre mondiale, en Algérie, et Carnet, et les autres choses. On a beaucoup parlé avec David et puis avec Reda de Camus, l'esprit de Camus qui est dans le film d'amitié entre eux, l'essai d'écouter, de comprendre l'autre, qui est si important dans l'œuvre de Camus, et pour lui comme homme, sa position morale, disons. Ça vraiment fait partie du travail de préparation que d'échanger les textes qu'on lisait sur Camus, les chroniques algériennes, la correspondance avec René Char. Tiens, t'as vu ça, avec Reda, une lettre de Camus avec Kateb Yassine, qui est le grand-oncle de Reda, toutes ces connexions qu'il y avait avec la littérature, avec Kateb Yassine, qui était le grand alter ego algérien d'Albert Camus. Tout ça faisait partie du travail de préparation, que d'échanger ces lectures, ces impressions, parfois des photos, parfois des... voilà, c'est comme ça qu'on a préparé ce film. Et oui, on était tous les trois très empreints déjà des lectures de Camus dès le départ. Je crois que ça a aidé beaucoup à faire un film qui n'est pas un film politique, idéologique, mais un film très humain et universel. Tous les films que j'ai vus sur cette période, la guerre d'Algérie, ses racines, les conséquences, ils sont tous, à mon avis, idéologiques. Ils prennent une position idéologique. Ce n'est pas le cas avec plein des hommes, mais c'est certainement pas le cas avec Albert Camus. Alors on parlait tout à l'heure de la langue, mais c'est quand même un film où globalement les deux personnages ne parlent pas énormément. Donc je voulais savoir, pour vous en tant qu'acteur, comment est-ce qu'on aborde comme ça un rôle où il y a beaucoup de moments de silence, et pour vous en tant que réalisateur, comment est-ce que vous les dirigez? Est-ce que vous les laissez faire? Est-ce que au contraire vous avez tendance à donner beaucoup d'indications? Enfin, comment vous avez travaillé là-dessus avec un scénario où il n'y a finalement pas énormément de dialogue non plus? Les dialogues, des fois, c'est une chose sur laquelle on peut se reposer pour avoir un canevas en tête, mais c'est vraiment c'est une mauvaise démarche, et c'est une chose dangereuse en fait, de se dire que si on a appris notre texte et qu'on a beaucoup de choses à dire, ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, ça peut être confortable, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et du coup, moins il y a de mots, plus chaque mot est important. Et dans ce film, l'acte de prendre la parole ou de la laisser est très important. Du coup, tous les gestes qui précèdent les mots ou les regards et qui les suivent sont peut-être même plus forts que des mots. Et c'est du coup les parcours sont faits beaucoup plus de regards, presque comme une chorégraphie de gestes aussi, de choses. Je pense par exemple au moment au début où Viggo me propose du pain, par exemple. Il y a ce moment où il me tend le pain et je regarde le pain et je commence à saliver en voyant cette galette, parce que j'ai pas mangé depuis longtemps. Et le personnage de Daru, il voit que cet homme salive devant le pain. Ça raconte beaucoup plus que pourquoi tu manges, parce que j'ai faim. Enfin, en tant que réalisateur, quand un geste, un regard peut rendre inutile un dialogue, je suis preneur en fait. Et ça a souvent été le cas. Déjà, les deux personnages ne sont pas des bavards, hein, ce sont des taiseux. Il y a un berger qui est vraiment empreint de cette culture de berger nord-africaine. Ce n'est pas des grands bavards. Et puis cet immense paysage n'incite pas à la parlotte, vraiment. Et donc, lui, c'est vraiment un homme produit par cette terre-là, très taiseux. Et en face de lui, il a quelqu'un qui s'est réfugié dans une vie un peu autarcique, qui n'est pas très bavard non plus. Donc, à la base, effectivement, c'était pas de
deux beaux parleurs. Et en plus, je pense que tous les trois, dans notre travail, dès qu'on pouvait remplacer un dialogue par un regard, un geste, une attention, on était preneurs de ça. Donc déjà, c'était pas très dialogué. En plus, beaucoup de dialogues ont sauté, non pas au montage, mais au tournage, en fait, où on sentait que c'était pas nécessaire. Et on cherchait vraiment à aller dans ce sens-là. Donc, à la fin, c'est un film qui n'est pas très dialogué, mais c'est un truc qu'on construit au fur et à mesure, où il y a une architecture de départ, et puis on essaie de gommer, et on essaie d'aller vers l'épure, on essaie d'aller vers la simplicité. C'est vraiment le sens du travail qu'on a fait à trois. Mais ça ne se décide pas tout le temps à l'avance. Tu m'as beaucoup aidé avec le fait d'appuyer le côté pudique des personnages, je pense. Parce que tu voyais la relation, que ça marchait bien. C'était pas nécessaire de faire beaucoup. Quand on arrive à la mort abandonnée, par exemple, c'était tranquille, toujours. Ouais. C'était ça que tu voulais faire. Ça nous a aidé beaucoup, je pense. Mais il y a un exemple, il y a un exemple qui m'a beaucoup touché, que c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est un moment à la fin du film, le personnage qui est joué par Reda dit « Est-ce que je peux t'appeler Daru ?» Dans le scénario, Daru répondait mais oui, bien sûr. Et là, dans la scène que vous avez vue, il n'arrive pas à répondre, ça lui semble tellement évident, et il fait une sorte de sourire complice. C'est absolument pas moi qui ai demandé, c'est Vigo qui a joué comme ça, et moi j'étais le premier avis. Voilà, paf, un dialogue qui saute. Mais ça, c'est un exemple qui s'est répété des dizaines de fois tout au long du film. Justement, dans la continuité, moi, du coup, bravo. Je trouvais qu'il y avait un personnage qui était justement les décors. Comment vous appréhendez ça donc, en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur, parce qu'il y a des moments où on vous voit quasiment plus, vous êtes tout petit, perdu dans cette immensité. Je vais répondre rapidement, puis je vais laisser la parole à Reda et Vigo. C'est un décor qui est vraiment impressionnant pour celui qui se trouve. Nous, on l'a ressenti en faisant ce film. Moi, entre la prépa et le tournage, j'ai dû rester 4 mois dans ce décor-là, et ça pousse à l'humilité. On se sent vraiment tout petit. C'est cette impression-là qui ont les gens qui vivent là tout le temps, et que nous, on est dans un mode mineur, nous qui arrivons comme ça, mais on le ressent quand même malgré tout, on a le temps de le ressentir. Et j'ai essayé de reproduire ce sentiment-là dans le film, et je pense qu'il a une importance dans le film, parce que c'est presque un huis clos. C'est-à-dire que la nature est tellement vaste, et tellement âpre, qu'on sent que ces deux personnages n'ont pas de recours autre que dans la relation qu'ils peuvent avoir. La nature n'est pas un refuge, en fait. Elle est hostile. Elle est belle, mais elle est hostile. Puis il y avait un deuxième avantage, c'est que pour moi, cette nature comme ça, disproportionnée, rendait encore plus absurde la guerre qui se prépare. C'est-à-dire qu'on voit des hommes se préparer à s'entretuer pour une nature qui donne rien aux hommes qui sont, même voire qui les écrasent. C'est vrai, ouais. C'était la nature, c'est quasiment un personnage au même titre que nous, et ça nous a beaucoup aidé pendant le tournage, aussi sur le système le système spirituel de chaque personnage, qui ont des religions différentes, mais qui tous les deux vivent ce rapport au spirituel et au religieux de manière concrète. Et finalement, le spirituel est autour d'eux dans cette nature hostile, et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de gens qui vivent dans des lieux comme ça, comme les déserts ou des lieux difficiles, c'est que le spirituel devient concret. On ne peut pas rivaliser avec cette nature qui est plus forte que nous. Et nous, du coup, ça a imprégné aussi notre jeu, ça a imprégné notre démarche de marcher sur ces cailloux, de vivre la pluie toute une journée. On tremblait, on n'avait pas à se demander comment on tremblait. Vous êtes tombés malades, et l'un et l'autre d'ailleurs. On avait la tempête de sable. Je me souviens, une fois, j'ai ouvert les yeux pour essayer d'exprimer quelque chose. J'ai eu plein de grains de sable. J'ai refermé les yeux tout de suite. Voilà, ça pousse à l'humilité, du coup. Ouais, c'est vrai. C'était bon. Techniquement, c'était sage. C'était bien fait.
d'attendre pour les close-up, de faire des plans plus serrés, pas si souvent. C'est beau de voir les personnages dans un énorme paysage, et puis de temps en temps, quand on arrive à un moment important, ça vaut beaucoup mieux que si on le voit tout le temps comme ça. C'est sûr. C'est vrai, je me souviens, tu te souviens quand on était en haut du plateau avec l'équipe tout en bas et on cherchait le nuage. À un moment, on savait même plus où était la caméra. On marchait, c'était... Quand vous étiez dans le brouillard, on vous a perdu pendant un long moment. On était l'objectif et puis on ne savait plus où ils étaient et puis ils sont réapparus. Ça, c'était le... Ils sont allés à Marrakech. Ouais, on a eu peur. Prendre un verre. Une pause. Mais, par exemple, moi, il y a un plan que j'ai pris énormément de plaisir à faire et que j'ai eu énormément de plaisir à monter dans le film. Quand ils partent de l'école, il y a un plan extrêmement large, un panneau, on les rattrape, et c'est deux petites formes toutes petites au milieu de l'écran, et je sais qu'à l'œilleton, on ne vous voyait pas. Donc c'était, après on l'a doublé avec des plans plus serrés, plus raisonnables, mais celui-là, Vous l'avez vu? et je sais qu'après, après l'avoir vu sur grand écran, on reconnaît vos démarches. Et je veux dire que tous les plans où vous voyez des petites formes, des petits pixels qui bougent, c'est toujours eux qui l'ont fait. C'est jamais des doublures. Et heureusement, parce que moi, vous aviez travaillé et l'un et l'autre des démarches particulières de marché, Ouais. et que même tout petit, on ne se rend pas compte, surtout qu'on ne vous voyait pas, mais une fois sur un grand écran, on reconnaît la démarche de l'un et de l'autre. Ah, c'est Et dit, si on il avait- est tombé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je veux savoir, est-ce qu'il y a eu des plans qui vous sont venus sur le moment, directement, en voyant une situation? Je pense au moment où je crois que c'est Hugo qui passe devant la Lune, en haut d'une colline. C'est des plans, on dirait, qui ont été faits sur le moment, quoi. Là, en l'occurrence, oui, surtout quand on filme dans le désert, quand on filme en lumière naturelle, il faut profiter de ce que nous offre le désert. Il y a eu beaucoup de plans. Là, en l'occurrence, c'est un plan qu'on a fait avant le tournage. On était, Le week-end avant. la semaine avant, on était donc tous ensemble en train de préparer le film, etc. On a vu qu'il y avait une lune formidable. On s'est précipité comme des malades. C'était dans une confusion d'ailleurs. C'est le premier plan du tournage. On était là, vas-y, Vigo, monte, tiens, allez, allez, là. Tu vois pas, putain. Non, voilà. Parce que et puis de tout le tournage, on n'a jamais eu une lune qui descendait devant la crête, donc on a eu raison de le faire. Mais il y a eu beaucoup de plans comme ça, où il y a eu des plans où on était dans la confusion la plus totale, parce qu'il y avait une lumière rasante pour la mort du paysan, il y avait une lumière qui tombait sur la tombe. Je trouve une très belle lumière pour cette scène-là. On était dans un état d'excitation, je pense qu'on ne savait plus où on habitait, etc. On courait dans tous les sens pour faire cette scène-là, parce qu'il y avait une belle lumière. On a eu le dernier rayon de lumière en fait qui s'est éteint pendant le Sur plan, la pierre. pendant la prise en fait, sur la pierre. Quand on est parti, c'est comme si on avait éteint la lumière. Donc ça, c'est des moments magiques, c'est vrai. Donc ça, c'est l'inconvénient des tournages comme ça en lumière naturelle, c'est qu'on est le vrai patron du tournage chez le soleil. On est tout le temps on était souvent en train de courir pour pas être battu par le soleil. L'avantage, c'est qu'il y a des surprises. Le brouillard, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en effet numérique aussi bien que c'est dans le film. Ça nous était offert par le brouillard, mais quand on a vu que le brouillard tombait sur la montagne, on a couru dans tous les sens. Vous vous êtes perdu dans le brouillard, on vous a retrouvé. Donc ça, il y a une certaine part d'improvisation, je veux dire, humblement. Tout n'était pas... Il y avait la chance. Il y avait de chance et de... Ouais. Et je pense que c'était très agréable. C'était la contrepartie de ce qu'on vous racontait tout à l'heure, la pluie. Où vraiment, ils ont souffert, le vent. Il y a comme des inconvénients à faire ce genre de tournage. L'inconvénient, c'est ça. L'avantage, c'est que par moments, il y a des belles surprises, des belles lumières. Cette lune qui tombe juste devant l'école. Voilà. Il y a eu un certain nombre de bonnes surprises qui n'étaient pas prévues. Ouais, et puis on a souffert, c'est une souffrance toute relative. Quoi. Il y a des gens qui payent pour aller faire des randonnées. Il y avait des sandwichs. Ouais, mais les randonneurs, ils se mettent pas sous des douches à pluie froide.
C'est vrai. De façon volontaire, faites quand même notre rôle de métier, on est d'accord. Parfois. C'est vrai. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Vous avez raison, c'est pas un film idéologique, mais c'est un film dans lequel on retrouve les idéologies qui se sont implantées au moment de la guerre d'Algérie. Et on sait que quand on fait un travail, les autres films qui se sont faits avant sur cette période-là ont reçu un accueil parfois un peu houleux. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou est-ce que vous vous y préparez particulièrement? Moi, je sais que c'est pas ce qu'on cherche, la controverse. Le film n'est pas idéologique parce qu'on est dans le point de vue des victimes de l'histoire. C'est-à-dire que le personnage qui est joué par Vigo, Daru, le personnage qui est joué par Mohamed, Mohamed qui est joué par Eda, ils ne tiennent pas les rênes de l'histoire. C'est des gens qui se prennent l'histoire hein, dans la tête. En l'occurrence, Daru est un intellectuel, c'est un instituteur qui n'est pas complètement en contact avec l'histoire parce qu'il s'est isolé, et l'autre est un berger. Donc ce ne sont pas des idéologues, ce sont des gens qui essaient de faire ensuite au mieux quand ils se prennent le vent de l'histoire et qui réagissent avec leur code moral du mieux qu'ils peuvent. C'est deux êtres purs, moi, c'est pour ça que j'aime ces personnages-là, c'est qu'ils essaient de faire au mieux. Et le film montre à quel point c'est difficile de faire au mieux, même quand on a envie de faire le bien. C'est un film qui parle de fraternité, mais qui montre à quel point c'est difficile de se rencontrer au milieu du chemin. Et s'il y a une idéologie, ça serait celle-là, ça ne serait pas de désigner le camp des bons et des méchants 60 ans plus tard, avec 60 ans de recul confortable, ce serait plutôt de profiter de ce moment de bascule historique qui crée le chaos pour observer quel effet ça produit sur des victimes de cet basculement historique. C'est ça qui m'intéresse, c'est le point de vue individuel, comment on réagit et comment on reconnaît les valeurs de l'autre au milieu du chaos. Si ça fait controverse, c'est pas grave, on est préparé à ça, on a déjà eu des petites alertes, etc. Mais c'est vraiment pas ce qu'on recherche. D'autant que pour moi, je pense que ça parle d'autre chose que de la guerre d'Algérie. C'est un conte beaucoup plus atemporel et universel. Je réfute pas le fait que ça parle de la guerre d'Algérie et que ça peut susciter des controverses sur la guerre d'Algérie. Je l'espère pas. C'est pas le propos. Si ça doit arriver, moi je me sens très droit dans mes bottes. C'est une histoire universelle qu'on a essayé de fabriquer en étant fidèle à l'histoire, en étant fidèle à Camus, en étant fidèle à ce qui s'est passé réellement, en étant fidèle à l'Algérien qui se parlait dans ces régions-là, en étant aussi... on a fait le pari d'être le plus vrai possible par rapport à l'histoire pour essayer d'atteindre l'universel. Je suis sûr que c'est comme ça qu'on y arrive. Ensuite, si les vérités sur lesquelles on s'appuie dérangent, on verra. Mais c'est déjà une petite victoire quand on a pu montrer le film au Festival d'Alger, Festival de Marrakech et prochainement en France. Et on a vendu le film en Israël et des autres pays arabes. Moyen-Orient. En tout cas, il n'a suscité aucune controverse en Algérie. C'est une victoire pour notre histoire et pour Camus. Son point de vue. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur. J'ai une question pour Vigo. J'ai l'impression qu'après avoir tourné avec Peter Jackson, vous avez cherché des rôles plus bruts, plus réalistes dans votre carrière et à vous éloigner du Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est un choix volontaire? Est-ce que c'est ce genre d'expérience qui vous pousse à tourner en français dans le désert algérien, pardon? Je cherche des histoires que j'aime ou que je pense qui peuvent devenir des films que je veux voir, que je veux aller au cinéma. Pour moi, tous les personnages sont réels. Le personnage Aragorn du Seigneur des Anneaux, pour moi, aussi dur. Il avait des doutes, il pensait. J'ai fait mon travail là, comme je fais toujours. Et non, c'est pas exprès que je fais des autres films. Je cherche des films où j'espère qu'ils arrivent, des opportunités, comme Loin des Hommes. C'est pas souvent qu'on a l'opportunité de lire un scénario comme Loin des Hommes. Mais je pense pas à la nationalité du film, ou du réalisateur, ou
le budget. C'est seulement des histoires que je veux faire. C'est pas exprès que j'ai pas fait des films des États-Unis, des studios. C'est vrai que quand on dit oui à un film comme L'Homme des Hommes, ou Jauja, un film que j'ai fait en Argentine, The Two Faces of January, bon, les films que j'ai fait dernièrement, ça prend 2 ans, 3 ans pour trouver l'argent pour faire le film. C'est pas facile de faire un film comme L'Homme des Hommes. Il y a des films de studio qui arrivent, des propositions de temps en temps, pendant cette période qu'on attend pour tourner. Et là, on peut décider, bon, je vais abandonner le projet et faire une chose que je sais qu'on a une date de sortie, la distribution, tout ça. On peut dire oui ou non. Moi, je prends mon temps pour décider, mais quand je dis oui, je suis là jusqu'à la fin. C'est simplement ça. Mais c'est pas parce que je voulais pas faire un film de 300 millions de dollars. Ce sont des histoires. Le travail du comédien, c'est le même. Si le budget c'est 300 millions de dollars ou 50 dollars. Il y a une caméra, on espère. Si c'est un film. Il y a un autre acteur, ou des acteurs, et on doit faire on doit jouer, on doit construire le personnage et faire du travail, c'est la même chose. Alors, je me permets souvent moi, de poser une question aussi pendant ces soirées, donc je vais vous la poser. Il y a 2 scènes qui m'ont complètement bouleversé dans le film. C'est votre scène avec la prostituée, qui est juste, je trouve, du point de vue masculin, une renaissance. Enfin, voilà, j'étais bouleversé, mais je voudrais m'arrêter sur la scène finale qui vous regroupe tous les deux. Et en fait, je trouve que vous avez tous les deux une intensité folle dans cette scène, et vous passez par une foule d'émotions. Donc je voulais savoir si, David, vous l'aviez gardée pour la fin du tournage, cette scène, ou si elle était prévue différemment, enfin à quel moment du plan de travail elle était prévue, et je voudrais savoir comment Reda et Vigo se préparent à avoir ce torrent d'émotions dans cette scène. Alors déjà, une petite parenthèse sur la première scène que vous évoquez. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à tourner la scène du bordel, qui est pour moi une parenthèse dans le film, qui a été agréable à tourner, qui me semble agréable dans l'histoire, parce qu'on pense encore que c'est quelque chose qui va passer de Daru vers Mohamed. C'est un cadeau que fait Daru à Mohamed pour le faire accrocher à la vie. Et comme beaucoup de choses dans le film, on se rend compte que c'est Daru qui va prendre conscience de certaines choses grâce à Mohamed finalement. C'est une scène qui est un peu à l'image du parcours que font ces 2 personnages, où Daru ouvre les yeux sur un certain nombre de choses en aidant Mohamed. Donc ça circule dans les 2 sens. Cette scène, en plus de l'avoir tournée pour le début avec Angela Molina, qui est une grande actrice espagnole, voilà. Et puis un peu de présence féminine dans ce tournage masculin, c'est très agréable. Et puis pour la scène de la séparation, on n'a pas tourné tout à fait à la fin du tournage. C'est le cas de beaucoup de tournages où c'est tourné dans le désordre. D'ailleurs même, c'est peut-être tellement tourné dans le désordre que même à l'intérieur d'une même scène, à cause des lumières naturelles, du fait qu'on tournait en lumière naturelle, on était souvent obligé de tourner le dernier plan d'une scène pour une histoire de soleil avant le premier plan introductif. Donc on a vraiment fait pour souvent tourner à contre-jour, pour vraiment matérialiser ce désert. Nous, réalisateurs et comédiens, on a fait un énorme travail de gymnastique pour toujours tourner avec les lumières. Ça a vraiment été une bonne gymnastique. Dans cette gymnastique, j'inclus cette scène-là qu'on a tournée au milieu du film. Voilà. Bien avant que le parcours des 2 personnages soit allé à son terme. Mais c'était important, on savait que c'était une scène très importante, mais le devoir du comédien, c'est d'être tranquille, d'écouter, de continuer, de faire la scène comme si c'était une scène comme tous les autres. Et il y avait du vent, il y avait
vent ce pas jour-là. beaucoup de Il y avait du vent ce jour-là. Ouais. Du vent marin. Pas exactement. Presque marrant. Mais, je me souviens que c'était compliqué. On n'avait pas beaucoup de temps, mais c'était très beau ce qui s'est passé entre nous, je pense. Et d'ailleurs, mon plan favori du film, c'est quand tu es seul, là, avec la décision, j'ai dit au revoir. J'étais en train de marcher et tu es là, tu regardes, tu penses, tu restes avec lui. C'est très beau. Mais ça ne marche pas si le réalisateur utilise le plan entier et si le comédien est capable de donner quelque chose. Il doit se passer quelque chose avec le comédien et c'est très difficile de faire ça. C'est très subtil et c'est vraiment beau. C'est vrai, c'est... Tout à fait. Et que tu as utilisé tout. Oui. Non, non, mais il y a des autres réalisateurs qui ont découpé un peu. Bon, c'est longtemps, mais non, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que je me souviens que jamais, on travaillait souvent le soir, le lendemain, on travaillait beaucoup, mais jamais on arrivait sur le plateau ou la veille en se disant demain c'est la grosse scène. Donc, chaque jour était important, chaque scène, comme je disais, chaque scène comptait. Et je crois que ce jour-là, on a dû écouter de la musique comme d'habitude dans la voiture, on écoutait de la musique. C'était pas important. Et sur le moment, chacun savait que c'était très important finalement pour l'autre. Mais on n'avait pas besoin de parler de ça, c'était au moment où on allait le vivre qu'on allait se le raconter. C'était beaucoup comme ça. Moi j'aime particulièrement ce gros plan, effectivement. Le dernier plan où on voit Reda, c'est ce plan-là qui dure 1 minute sur son visage. Et je me suis formalisé après coup. On est dans le film dans le point de vue de Daru. C'est vraiment le point de vue de Daru sur cet homme qui s'appelle Mohamed. Et au départ, ce que ça donne, c'est un plan très large où on voit cette petite forme qui arrive, qui est anonyme, et puis pendant longtemps, Mohamed est filmé assez large, comme un être anonyme. Et pour moi, le parcours de ce film, c'est comment ce personnage, dans le point de vue de Daru, passe d'une petite forme anonyme dans un plan large à un gros plan qui dure 1 minute. On le connaisse. Voilà, mais ça prend, une naissance. voilà, ça prend 1h40 pour passer de ce plan-là, qui est un plan large sur un être anonyme, à un plan d'1 minute sur un gros plan sur un visage. C'est une naissance aussi. Il y a le point de vue, mais c'est aussi pour ce personnage qui a choisi la mort. Donc pendant tout le début du film, c'est un peu un mort-vivant, puisqu'il a déjà un pied de l'autre côté. Et ce dernier plan, c'est comme une naissance, quoi, parce que c'est à ce moment-là qu'il choisit la vie. Et Daru aussi, puisqu'il choisit après de quitter l'école, pas seulement parce qu'il est français et que Slimane lui a dit que sa place n'était plus ici et qu'il sent bien le vent de l'histoire qui emporte les choses, mais aussi parce qu'il s'était reclus dans cette école et qu'il vivait loin des hommes et qu'il décide de repartir vers la vie, quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'est 2 hommes qui apprennent beaucoup l'un de l'autre. Et ça, c'est assez subtil parce que dès qu'un plateau de la balance bascule, on peut tomber dans le paternalisme ou même le paternalisme inversé. Finalement, l'occidental frotté de ses attributs d'occidental va retrouver la vie sauvage avec le bon arabe. Enfin, on peut vite tomber dans une chose comme ça, ou l'arabe civilisé par l'occidental. C'était assez, du coup, ténu pour rendre justement cet échange. L'échange, en fait, c'est le plus difficile, je crois. En tout cas, merci à vous 3. Après, c'était pas fini, je pense. Quel blog Je vous en prie. Je vous en prie. Je voulais savoir comment vous avez travaillé le son, et plus particulièrement la musique, et pourquoi avoir choisi Nick Cave et Warren Ellis. J'aimais beaucoup la musique. Depuis longtemps. Ouais, il y a plein de raisons de choisir Nick Cave et Warren Ellis, c'est des musiciens géniaux. Moi j'adore les Bad Seeds pour commencer, et puis moi la première impulsion que j'ai eue pour ce projet, c'était en lisant la nouvelle de Camus, qui est très courte, mais j'y ai tout de suite vu des éléments de western. Un prisonnier escorté, le problème de la loi, l'isolement de l'école,
j'ai tout de suite vu la possibilité de faire entre guillemets un western qui s'inscrivait naturellement dans l'histoire européenne. Pas faire une parodie de western, pas faire un western spaghetti à la française, mais vraiment il y avait des éléments comme ça naturellement qui s'inscrivaient dans le western. Et j'avais vu par exemple La Proposition, qui est un film australien de John Hillcoat, The Proposition, qui est là aussi un western déplacé avec des transpositions de code dans un territoire qui n'est pas celui du western, en Australie, qui est un très beau film. Moi j'avais vu The Road avec Viggo, un film magnifique avec une très belle musique. L'assassinat de Jesse James, Lawless. Ils ont fait, Nick Cave et Warren Ellis, un certain nombre de films, ou des westerns, ou des cousins des westerns, et je me suis dit que ça pouvait coller complètement à Loin des Hommes, et on s'est rencontrés avec Nick Cave et Warren Ellis, et ils n'avaient pas encore dit oui au projet, et on s'est mis d'accord sur un certain nombre une sorte de charte. On s'est dit que la musique ne devrait pas être folklorique, elle n'avait pas pour fonction de rappeler au spectateur qu'on était en Algérie. Elle ne devrait pas mettre en valeur la violence ou l'émotion. Elle n'avait pas pour vocation de magnifier la violence, comme ça peut être dans le cas dans certains films de guerre. Donc, toutes les scènes de violence, il n'y a pas de musique, toutes les scènes d'émotion d'ailleurs. On compte vraiment sur l'émotion qui est dégagée par les comédiens, elle n'est pas accompagnée par la musique. On s'était dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est que la musique, elle accompagne l'évolution de la relation entre les personnages. Ce qui fait qu'au départ, la musique est assez âpre, parce que la relation est assez âpre. Daru, il est emmerdé au départ par cet homme, non pas parce qu'il est algérien, mais parce qu'il trouble son monde, son équilibre. Et puis, au fur et à mesure que la relation s'adoucit, la musique devient plus mélodique, jusqu'à devenir franchement mélodique à la fin. Et je pense que la musique, tout comme les bruits du désert, joue énormément dans la perception qu'on a de l'évolution de ces personnages-là. Et j'étais vraiment très content de travailler avec Michael et Warren Ellis, parce que vraiment, ils sont focalisés sur le centre de l'histoire, à savoir les comédiens et l'interaction qu'ils avaient et l'évolution de cette interaction. Vraiment, ils ne sont pas préoccupés de l'Algérie, ils ne sont pas préoccupés de la violence ou de la guerre, ils sont préoccupés de qu'est-ce que c'est que de montrer ces deux humanités qui se rencontrent au milieu du chemin avec une musique qui devient de plus en plus mélodique. Et je pense qu'ils ont visé juste, ils ont compris dès le départ ce qui était le centre du récit, et j'ai adoré travailler avec eux, et je pense que ça pour une fois non, en tout cas c'est ce qu'ils font tout le temps eux, mais ça se préoccupe vraiment de ce qui est dans l'essence du récit. Est-ce qu'on a une dernière question, ou deux dernières questions, je vous en prie. Je voulais savoir comment vous avez choisi les acteurs. Est-ce que c'était logique? Non. Est-ce que c'était logique? Comment s'est passée la rencontre? Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui m'ont choisi, parce qu'ils ont beaucoup de propositions, et l'un et l'autre. Donc j'ai pas l'impression moi de les avoir choisis, on s'est en tout cas au minimum choisi mutuellement. Reda, j'ai rencontré il y a longtemps, je fais passer des castings pour nos retrouvailles. C'était avant Le Prophète, c'était avant Engrenage, c'était il y a un certain temps, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce projet-là. Et on s'est rencontrés, il ne correspondait pas au personnage que je cherchais, qui était un personnage de boxeur. Mais j'étais quand même allé faire de la boxe pendant une semaine. Non, il m'en veut toujours. Parle de ça. Et vraiment, il m'avait impressionné. Une semaine, c'était pas assez pour être crédible. Il m'avait vraiment impressionné. J'avais déjà Loin des Hommes en tête, et je m'étais dit si ça sort des cartons, ce projet, je le ferai avec Reda. Plein de questions sont posées sur dans la nouvelle, ce personnage est très jeune, et en fait c'était très intéressant d'avoir quelqu'un comme Reda, qui est un personnage fort, qui a beaucoup de charisme, pour que la relation entre les deux personnages soit équilibrée. Bon, entre-temps, on a fait une lecture à France Culture ensemble, et Reda il est associé au projet depuis très très longtemps. Et c'est vraiment né de cette rencontre il y a fort longtemps où je ne connaissais pas Reda, il m'avait impressionné, et il est impressionnant. On avait envie de travailler ensemble, mais c'était pas le bon film, le bon rôle pour ça, et on avait envie. Et puis pour Viggo, l'écriture du scénario a fait que Daru dans la nouvelle est un pied noir
français avec une origine très claire, une identité très déterminée, très claire. Enfin, c'est un pied noir français. Et la transformation de l'écriture a fait que ça m'a semblé vraiment intéressant de faire de Daru quelqu'un qui, à l'image un peu de Mohamed, était quelqu'un qui ne pouvait pas se réfugier dans sa communauté facilement parce que d'origine étrangère, d'origine andalouse. C'était une façon de rapprocher le personnage de Daru de Camus, qui est lui-même d'origine espagnole. Peut-être sans le dire vraiment de moi, qui suis d'origine espagnole, ma mère est espagnole. Et j'avais envie je suis né en Espagne, et j'avais envie de faire de ce personnage quelqu'un qui ne pouvait pas se réfugier dans la communauté française facilement. Et je me suis dit, au moment du casting, avec les producteurs, avec Mathieu qui est là notamment, il ne faut pas prendre un acteur français. Qui qu'on pourrait prendre il faudrait prendre un acteur espagnol. On commence à évoquer des noms. J'ai dit, c'est marrant, moi j'ai vu Viggo Mortensen dans Capitaine à la Triste, où Viggo parle un espagnol parfait, un espagnol d'espagnol. Et je me suis dit, peut-être ça serait intéressant. C'est dommage, il ne parle pas français. Et Mathieu Gladil, le producteur du film, qui est là, me dit il ne parle pas français, je vais t'envoyer un lien sur internet, tu vas voir. Oui, bien français. Ça fait des années qu'il parle bien français. Oui, mais j'étais le dernier au courant. Et j'ai vu sur internet le lien envoyé par Mathieu, où on voit Viggo, avec beaucoup d'aisance, rendre hommage à Guy Lafleur, qui est un joueur de hockey sur glace canadien. Allez, le Canadien. Oui, avec un accent canadien coupé au couteau. Voilà, parler avec beaucoup de fluidité, avec un accent canadien certes. Depuis, j'adore Guy Lafleur parce que je me suis dit, il faut l'envoyer à Viggo, on va tenter notre chance. Et on a envoyé le projet à Viggo, et à partir du moment où il a mis le texte, ensuite il y a eu beaucoup de discussions qui ont fait partie de la préparation du film, et le contact était enclenché, le désir mutuel en tout cas était enclenché. Mais c'est parce que moi je connectais Viggo au monde hispanique. Les scènes qu'il parle en espagnol sont importantes. C'est vraiment un personnage en équilibre entre trois langues. Sa langue maternelle qui est l'espagnol, qu'il parle dans le bordel, qui parle aussi quand il y a un juron, quand il est Caguendios. Quand ça c'était pas une demande de ma part. C'est Viggo qui, en interprétant il est d'une langue maternelle espagnole, Viggo. Il a grandi en Argentine, etc. C'est ce qui sort le plus naturellement dans ces circonstances-là. Tout ça, ça me semblait vraiment nourrir le personnage de Daru, et surtout qu'on ne puisse pas lui coller une étiquette identitaire facile, ce qui est le cas de l'acteur, de l'homme Viggo Mortensen, qui est en même temps américain, qui est en même temps argentin, qui est en même temps danois, qui a de multiples identités, et ça apporte beaucoup, je trouve, au personnage de Daru. C'est un citoyen du monde. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une étiquette qu'on colle facilement sur beaucoup de gens, mais s'il y a une personne sur laquelle c'est légitime de la coller, c'est sur Viggo Mortensen. Justement. J'ai encore une question pour Viggo, puisqu'il est très doué pour les langues. Je voulais savoir, entre le russe, puisque je l'ai vu dans Les Promesses de l'Ombre, l'arabe et l'elfique, quelle était la plus compliquée à apprendre? Le russe. Certains sons qui, je crois. Il y avait des choses en arabe aussi, mais peut-être à cause grâce à l'espagnol, le mélange de l'espagnol, le danois, et certains sons, le ro, le cro, et ça, on a une chose pareille en espagnol et en danois. Ouais. Et j'avais l'opportunité d'aller en Algérie, de travailler longtemps avant avec un Marocain, et puis après avec Salah, et ça a aidé. On a tourné, on n'a pas tourné en Russie, Promesse de l'Ombre, et puis j'ai appris avant, je suis allé ce pays-là avant le tournage, mais j'étais pas là tous les jours. Et ça m'a aidé d'être dans un pays arabe pour le tournage, quoi, aussi. Probablement le russe. Les enfants, vous les avez trouvés sur place là-bas?
Oui. Non, mais je veux dire, c'est. Non, c'est mais dans c'est un une très bonne- village, non, c'est une très bonne question parce que on aurait pu prendre des enfants de Ouarzazate, des citadins, des enfants des écoles françaises, etc. On était tenté de le faire parce qu'ils parlaient français et c'était plus facile de communiquer. On a fait très attention à prendre des enfants des villages qui n'ont pas le même physique, qui sont beaucoup plus secs. Et je dois dire qu'on a bien fait. Et le petit garçon auquel le film accorde une attention particulière, Yacine a eu une relation tout de suite particulière avec Vigo. Et, ils ne parlaient pas tous français, c'était des enfants des villages, vraiment des berbères, des alentours de... Et je suis très content qu'on ait fait ça parce qu'il y avait vraiment un lien particulier. Et quand les enfants pleurent à la fin, c'est pas moi, réalisateur, qui a dit aux enfants pleurez, j'ai pas dit aux assistants, vous les maltraitez, qu'ils n'auront pas de cantine. C'est incroyable, ils ont compris. Si c'est mieux pour les assurances. Ça aide. Merci. C'est incroyable, ils ont compris Ils ont compris la situation, c'était le dernier jour de tournage pour eux, ils étaient très attachés à Vigo, qu'ils appelaient Maître, en dehors du tournage, et tout ça a fait qu'ils ont... J'aime ça, j'ai essayé ça chez moi. Est-ce qu'on a une dernière question, je vous prie? On va laisser nos amis repartir. Où est-ce qu'on s'arrête là? Une question pour Réna qui porte D'accord. Je pense que vous, effectivement, vous coulez un peu sous les propositions. C'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on vous voit de plus en plus, on aime vous voir. Dans quel genre de film ou de série même on peut vous attendre prochainement? Quelle orientation vous voulez donner à tout ça? Déjà, j'espère qu'on va faire une belle sortie pour ce film, Loin des Hommes, que j'aime vraiment beaucoup, qui est plus que juste un film de plus. C'est vraiment un film qui m'est vraiment cher. Voilà, je suis heureux qu'on le sorte mi-janvier. En même temps, ce sera la fin du voyage, puisque après, ce sera parti. Et après, pour le reste, il y a d'autres films qui vont sortir dans l'année. J'essaye de me surprendre, de faire comme disait Vigo, des films que j'aimerais voir, quoi. Des films que j'aurais voulu voir en tant que spectateur, de ne pas refaire les mêmes. Et donc, il y a un film qui s'appelle La Résistance de l'air, qui sortira. Un film qui s'appelle L'Astragale sur la vie d'Albertine Sarrazin en noir et blanc avec Leila Bekti. Magnifique. Magnifique film. Moi j'aime beaucoup aussi, on a découvert ensemble samedi pour la projection d'équipe qui vient d'être finie. Tout comme Jauja, le film argentin dont parlait Vigo, qui est un magnifique film d'auteur. Qui va sortir en France aussi bientôt, non? Dans les mois qui viennent en France. Oui, je ne sais pas si mars ou avril. Il faut vraiment aller voir Loin des Hommes avant tout ça. Non mais je me suis renseigné, ils sortent après, c'est pour ça que je me suis permis de le dire, ils sortent après. Sinon, pour répondre à ta question, allez voir plein de films, tous. Je suis plus que de jouer pour les autres, ou d'être dans ces choses-là, j'ai cette chance de pouvoir faire mon petit court-métrage, mon petit film, je suis en montage là. Voilà. Merci beaucoup messieurs pour votre temps.